Chapitre 3. La quête de la belle aux cheveux d'or. Seconde partie. Il y avait à la cour du roi Marc 4 barons, les plus félons des hommes, qui haïssaient Tristan de male haine pour sa prouesse et pour le tendre amour que le roi lui portait. Et je sais vous redire leurs noms: André, Guenelon, Gondoin et de Noiraine. Or le duc André était, comme Tristan, un neveu du roi Marc. Connaissant que le roi Marc méditait de vieillir sans enfant pour laisser sa terre à Tristan, leur envie s'irrita et, par des mensonges, ils animaient contre Tristan les hauts hommes de Cornouailles. Que de merveilles en sa vie, disaient les félons. Mais vous êtes des hommes de grand sens, Seigneur, et qui savez sans doute en rendre raison. Qu'il ait triomphé du Morolt, voilà déjà un beau prodige. Mais par quel enchantement a-t-il pu, presque mort, voquer seul sur la mer? Lequel de nous, Seigneur, dirigerait une nef sans rame ni voile? Les magiciens le peuvent, dit-on. Puis, en quel pays de sortilège a-t-il pu trouver remède à ses plaies? Certes, il est un enchanteur. Oui, sa barque était fée, et pareillement son épée, et sa harpe est enchantée, qui chaque jour verse des poisons au cœur du roi Marc. Comme il a su dompter ce cœur par puissance et charme de sorcellerie, il sera roi, Seigneur, et vous tiendrez vos terres d'un magicien. Ils persuadèrent la plupart des barons, car beaucoup d'hommes ne savent pas que ce qui est du pouvoir des magiciens, le cœur peut aussi l'accomplir par la force de l'amour et de la hardiesse. Alors les félons qui ont, eux, le cœur tordu, ne peuvent pas imaginer ce qu'est l'honnêteté. Ils ne peuvent pas imaginer que Tristan se dévoue gratuitement par amour pour son roi. En même temps, ils accusent Tristan de verser du poison dans le cœur du roi, et eux, ils ne voient pas qu'il verse du poison dans le cœur des seigneurs de Cornouailles. Mais ça ne les dérange pas. C'est pourquoi les barons pressèrent le roi Marc de prendre à femme une fille de roi qui lui donnerait des hoirs, c'est-à-dire des héritiers. S'il refusait, ils se retireraient dans leur fort château pour le guerroyer. Le roi résistait et jurait en son cœur qu'aussi longtemps que vivrait son cher neveu, nulle fille de roi n'entrerait dans sa couche. Mais à son tour, Tristan, qui supportait à grand honte le soupçon d'aimer son oncle à bon profit, le menaça. Que le roi se rendît à la volonté de sa baronnie. Sinon, il abandonnerait la cour, il s'en irait servir le riche roi de Gavois. Alors Marc fixa un terme à ses barons. À 40 jours de là, il dirait sa pensée. Au jour marqué, seul dans sa chambre, il attendait leur venue et songeait tristement. Où donc trouver fille de roi si lointaine et inaccessible que je puisse feindre, mais feindre seulement de la vouloir pour femme? À cet instant, par la fenêtre ouverte sur la mer, 2 hirondelles qui bâtissaient leur nid entrèrent en se querellant, puis brusquement effarouchées, disparurent. Mais de leur bec s'était échappé un long cheveu de femme, plus fin que fil de soie, qui brillait comme un rayon de soleil. Marc l'ayant pris, fit entrer les barons et Tristan, et leur dit: Pour vous complaire, Seigneur, je prendrai femme, si toutefois vous voulez quérir celle que j'ai choisie. Certes, nous le voulons, beau Seigneur. Qui donc est celle que vous avez choisie? J'ai choisi celle à qui fut ce cheveu d'or, et sachez que je n'en veux point d'autre. Et de quelle part, beau Seigneur, vous vient ce cheveu d'or? Qui vous l'a porté, et de quel pays? Il me vient, Seigneur, de la belle aux cheveux d'or. 2 hirondelles me l'ont porté, elles savent de quel pays. Les barons comprirent qu'ils étaient raillés et déçus. Ils regardaient Tristan avec dépit, car ils le soupçonnaient d'avoir conseillé cette ruse.
Mais Tristan, ayant considéré le cheveu d'or, se souvint d'Iseut la blonde. Il sourit et parla ainsi. Roi Marc, vous agissez à grand tort, et ne voyez-vous pas que les soupçons de ces seigneurs me honnissent? Mais vainement vous avez préparé cette dérision. J'irai quérir la belle aux cheveux d'or. Sachez que la quête est périlleuse et qu'il me sera plus malaisé de retourner de son pays que de l'île où j'ai tué le Morolt. Mais de nouveau, je veux mettre pour vous, bel oncle, mon corps et ma vie à l'aventure, afin que vos barons connaissent si je vous aime d'amour loyal. J'engage ma foi par ce serment, où je mourrai dans l'entreprise, où je ramènerai en ce château de Tintagel la reine aux blonds cheveux. Alors, où je mourrai dans l'entreprise, où je ramènerai en ce château de Tintagel la reine aux blonds cheveux. Donc le roi n'a pas envie de se marier, visiblement, il invente une ruse en disant que il prendra comme femme celle à qui fut ce cheveu d'or apporté par les hirondelles. En fait, il veut gagner du temps, probablement. Il peut espérer que les barons vont lui amener plusieurs femmes blondes, ce qui lui donnerait le temps de choisir. C'est une ruse, mais en même temps, comment savoir de qui proviendrait ce cheveu? Ça lui permettrait justement de gagner du temps. Alors il demande au baron Félon et à Tristan d'aller lui chercher cette femme, mais c'est quand même un peu abusif. Si on saisit bien sa pensée, au départ il disait bien « Où puis-je trouver fille de roi ?» Il estimait lui-même que c'était bien à lui de la trouver, pas à ses barons ou à Tristan. Il fait une espèce de chantage en disant « Je me marierai si vous allez me l'acquérir ». Or, quand on cherche une femme, c'est quand même une affaire personnelle. On ne va pas demander à quiconque d'aller la chercher pour soi. Bien entendu, les rois ont souvent leur trouvé des femmes, mais c'était quand même généralement pas eux qui en faisaient la demande. Alors Tristan, qui avait eu le premier réflexe de partir servir un autre roi, puisque le roi Marc refusait de prendre femme, aurait dû en rester là et partir servir un autre roi, plutôt que d'aller conquérir lui-même une femme pour un autre, c'est-à-dire une femme blonde pour un autre, une fille de roi en plus. Bon. Mais là, il veut rendre ce service excessif et probablement par un peu d'orgueil de sa part, parce qu'il souligne quand même les dangers de l'entreprise. Enfin, si Tristan n'avait pas commis cette erreur, enfin, ce qui me paraît être une erreur, l'histoire en serait restée là. Donc, il fallait bien qu'il la commette. Alors, il pense bien entendu à Iseut, la fille du roi d'Irlande, qu'il a vue qu'elle était belle, mais il n'imagine pas un instant qu'il puisse tomber amoureux d'elle. Et évidemment, il ne va pas échapper à ce péril. Il va échapper au plus grand péril, mais pas à celui-là. Comme on va le voir un peu plus tard. Ainsi, il équipa une belle nef qu'il garnit de froment, de vin, de miel et de toutes bonnes denrées. Il y fit monter outre Gorvenal 100 jeunes chevaliers de haut parage, choisis parmi les plus hardis, et les affubla de côtes de bure et de chapes de camelin grossier, en sorte qu'ils ressemblaient à des marchands. Mais sous le pont de la nef, il cachait les riches habits de drap d'or, de sandales et d'écarlate, qui conviennent aux messagers d'un roi puissant. Quand la nef eut pris le large, le pilote demanda « Beau seigneur, vers quelle terre naviguer ?»« Ami, cingle vers l'Irlande, droit au port de Westfort. » Le pilote frémit. Tristan ne savait-il pas que depuis le meurtre du Morolt, le roi d'Irlande pourchassait les nefs cornouaillaises? Les mariniers saisis, il les pendait à des fourches. Le pilote obéit pourtant et gagna la terre périlleuse. D'abord, Tristan sut persuader aux hommes de Westfort que ses compagnons étaient des marchands d'Angleterre venus pour trafiquer en paix. Mais comme ces marchands d'étranges sortes consumaient le jour aux nobles jeux des tables et des échecs, et paraissaient mieux s'entendre à manier les dés qu'à mesurer le froment, Tristan redoutait d'être découvert et ne savait comment entreprendre sa quête. Or, un matin, au point du jour,
Il ouït une voix si épouvantable qu'on eût dit le cri d'un démon. Jamais il n'avait entendu bête glapir en telle guise, si horrible et si merveilleuse. Il appela une femme qui passait sur le port. Dites-moi, fait-il, dame, d'où vient cette voix que j'ai ouïe? Ne me le cachez pas. Certes, sire, je vous le dirai sans mensonge. Elle vient d'une bête fière et la plus hideuse qui soit au monde. Chaque jour, elle descend de sa caverne et s'arrête à l'une des portes de la ville. Nul n'en peut sortir, nul n'y peut rentrer. Qu'on ait livré au dragon une jeune fille, et dès qu'il la tient entre ses griffes, il la dévore en moins de temps qu'il n'en faut pour dire une patenôtre. Dame, dit Tristan, ne vous raillez pas de moi, mais dites-moi s'il serait possible à un homme né de mer de l'auxir en bataille. Certes, beau doux sire, je ne sais. Ce qui est assuré, c'est que 20 chevaliers éprouvés ont déjà tenté l'aventure, car le roi d'Irlande a proclamé par voie de héros qu'il donnerait sa fille Iseult la blonde à qui tuerait le monstre, mais le monstre les a tous dévorés. Alors, on peut trouver un peu étrange cette histoire de monstre, mais bien sûr, on peut y voir quand même une entité symbolique et bien entendu diabolique. Ce qui est curieux, c'est qu'on livre à la bête une jeune fille chaque jour, c'est-à-dire la ville livre à la bête, donc les gens sont consentants, donc on livre une jeune fille chaque jour pour que cette bête se retire et dégage la porte afin que le commerce et la vie puissent continuer. C'est bien curieux que la ville consente à ce sacrifice d'une jeune fille. N'y a-t-il pas aujourd'hui plus d'une jeune fille livrée volontairement à certains démons? On peut se poser la question, aujourd'hui les jeunes filles ne font plus guère leurs patenôtres tous les matins, et on pourrait peut-être y réfléchir. Suite au prochain numéro.